Ma sœur a exigé d'entrer dans ma maison en disant « Tu as une chambre supplémentaire qui ne sert à rien ». Même mes parents ont dit qu'ils me renieraient si je refusais. Alors j'ai dit « Et toi, tu as 2 jambes qui fonctionnent, va te trouver un travail ». Je m'appelle Kimberly Jelly. J'ai 30 ans et je pensais que la chose la plus difficile que j'ai jamais faite était de me construire une vie stable à partir de rien. J'avais tort. La chose la plus difficile a été de défendre cette vie contre les gens qui croyaient que ma stabilité leur donnait droit à en profiter. Tout a commencé par une phrase de ma jeune sœur, Taylor, prononcée sur le pas de ma porte comme une menace enveloppée dans un langage familial. « Tu as une chambre supplémentaire qui ne sert à rien », a-t-elle dit, comme si la maison pour laquelle j'avais saigné n'était rien de plus qu'un espace de stockage inutilisé attendant qu'elle le réclame. Quand mes parents ont répété le même argument, cela a sonné encore pire. Ils m'ont dit que j'avais de la place. Ils m'ont dit que Taylor se cherchait encore. Ils m'ont dit que la famille s'entraidait. Et quand j'ai hésité, ils ont dit le genre de choses que les parents disent quand ils savent que la culpabilité est plus facile que la logique. Kimberly, si tu refuses ta propre sœur, ne t'attends pas à ce que nous continuions à prétendre connaître la femme que tu es devenue. Je me tenais dans leur salon, la même pièce où ils m'avaient autrefois sermonné sur le travail acharné, la responsabilité et le fait de ne s'attendre à être sauvé par personne. L'ironie m'a presque fait rire. Presque. Je travaille dans la technologie maintenant, mais rien dans ma vie ne m'a été donné. J'ai financé mes études universitaires avec des prêts étudiants que je rembourse encore en partie grâce à des emplois à temps partiel qui me laissaient si fatigué que je m'endormais assise dans le bus. J'ai vécu dans des appartements terribles avec des colocataires qui volaient de la nourriture, laissaient la vaisselle moisir dans l'évier et traitaient la décence de base comme une attaque personnelle. J'ai survécu avec des ramen, des sandwichs au beurre de cacahuètes, des bananes à prix réduit et des pizzas gratuites lors d'événements sur le campus où je faisais semblant de m'intéresser à des clubs juste pour pouvoir manger. Chaque dollar comptait. Chaque dépense était calculée. Il y a eu des nuits où je vérifiais mon compte en banque avant d'acheter du dentifrice. Il y a eu des matins où j'allais en cours après des quarts de travail en entrepôt avec des bleus sur les bras et un café tremblant dans ma main. Personne n'a appelé ces années une période de transition. Personne n'a dit que je découvrais mon chemin. On s'attendait simplement à ce que je survive. Il y a 5 ans, après des économies agressives et des années de sacrifices, j'ai finalement acheté une modeste maison de 3 chambres en banlieue. Elle n'est pas glamour. C'est une maison de 1400 pieds carrés des années 1980 avec une plomberie tenace, de vieilles fenêtres et une cuisine qui avait l'air d'avoir été punie au beige. Mais elle est à moi. J'ai refait moi-même les parquets. J'ai appris à installer un dosseret de cuisine sur YouTube. J'ai peint chaque pièce après le travail avec les épaules endolories et un podcast en fond sonore. Chaque coin de cette maison représente le labeur, la retenue et la promesse silencieuse que je m'étais faite qu'un jour j'aurais un endroit où personne ne pourrait plus jamais me faire sentir instable. Taylor a choisi différemment. Elle a 24 ans, s'est inscrite à l'université après le lycée avec nos parents payant ses frais de scolarité, puis a abandonné après 2 ans parce que, selon ses mots, l'éducation traditionnelle n'est qu'une arnaque pour créer des drones d'entreprises obéissants. Depuis, elle a dérivé entre des emplois dans le commerce de détail, la restauration et les entrepôts, ne durant jamais plus de quelques mois. La direction est toujours toxique. Le travail est toujours en dessous d'elle. L'entreprise ne reconnaît jamais son potentiel. Depuis 3 mois, elle est au chômage et vit confortablement dans la maison de 4 chambres de mes parents pendant qu'elle trouve sa passion. D'après ce que je peux en dire, cela signifie jouer à des jeux vidéo jusqu'à 4 heures du matin, dormir jusqu'à 14 heures et publier de courtes vidéos sur le rejet de la mentalité d'esclave d'entreprise tout en utilisant le Wi-Fi, les courses et la patience de mes parents. Puis le mois dernier, mes parents ont convoqué une réunion de famille officielle. Ils ont expliqué qu'ils voulaient vendre leur maison et déménager dans un condo près de la plage. J'étais sincèrement heureuse pour eux. Ils avaient travaillé assez longtemps. Ils méritaient la paix. Puis est venue la contrepartie. Taylor devait emménager avec moi. Pas temporairement, pas avec un plan, pas avec une exigence d'emploi, juste emménager, sans loyer, indéfiniment, parce que j'avais des chambres supplémentaires inoccupées. J'ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Le visage de ma mère s'est effondré de déception si rapidement que cela semblait répété. Nous t'avons soutenu quand tu avais des difficultés à l'université, a-t-elle dit. Techniquement, oui. Ils m'ont laissé rester pendant les vacances d'été, mais pendant ces étés, je travaillais 40 heures par semaine en entrepôt,
plus des quarts de travail à l'épicerie le week-end, et j'économisais chaque centime pour l'école. Taylor passait ses vacances dans des festivals de musique et a une fois pris un mois sabbatique au Costa Rica pour se reconnecter avec elle-même. La pression est devenue incessante. Mon père m'envoyait des articles sur des personnes qui réussissent et qui soutiennent leur famille. Ma mère m'envoyait des SMS tous les matins pour me demander ce qui était arrivé à la fille attentionnée qu'elle avait élevée. Mon frère Jason, qui vit à 3 États de distance et n'est pas venu en visite depuis 2 ans, m'a traité d'égoïste et a dit que Taylor avait juste besoin que quelqu'un croie en elle. J'ai proposé un compromis, 3 mois, 300 $ de loyer, charges comprises, tâches ménagères de base, recherche active d'emploi. J'ai même proposé de l'aider avec son CV et de la présenter à des recruteurs. Ma famille a réagi comme si j'avais exigé du sang. Taylor a publié en ligne des messages sur les gens qui oublient d'où ils viennent une fois qu'ils ont un peu d'argent. Des parents éloignés ont aimé, commenté, qualifiant cela de déchirant. Ce qu'aucun d'entre eux n'a mentionné, c'est ce qui s'est passé 2 ans plus tôt lorsque Taylor a vécu avec notre cousine Brianna pendant quelques semaines et est resté 6 mois. L'appartement de Brianna est devenu un lieu de fête permanent. Taylor n'a rien payé, a tout mangé, a endommagé les murs, taché les tapis et a laissé Brianna avec une caution perdue et un propriétaire menaçant d'expulsion. Mes parents ont dit que Taylor avait mûri. Mais la semaine dernière, elle a posté une vidéo d'une fête en semaine, buvant de la bière artisanale chère avec la légende « Je vis ma meilleure vie pendant que les esclaves du monde de l'entreprise pourrissent dans des bureaux. » Et maintenant, il la voulait chez moi. La culpabilité me rongeait parce que oui, j'avais 2 chambres, un bureau à domicile et une chambre d'amis. Mais ces chambres n'étaient pas vides. Elles contenaient ma paix, mes limites, ma preuve que j'avais survécu. Et quelque chose en moi savait avant même que le premier carton ne franchisse mon seuil. Que si Taylor emménageait, elle ne prendrait pas seulement une chambre, elle prendrait tout. J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait confiance à mon instinct et protégé ma paix dès le début. J'aimerais pouvoir dire que j'ai regardé mes parents dans les yeux, répété mes conditions et suis parti avant que la culpabilité ne trouve les failles en moi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été plus lent, plus épuisant et bien plus humiliant. Ma mère a commencé à pleurer à chaque appel téléphonique. Pas des larmes discrètes, pas une tristesse honnête, mais de véritables sanglots qui me donnaient l'impression d'être responsable d'une blessure que j'avais personnellement causée. Elle disait qu'elle avait échoué en tant que mère si ses filles ne pouvaient pas se soutenir mutuellement. Mon père disait que je lui brisais le cœur. Jason a de nouveau appelé de ses 3 États de distance pour me rappeler que la famille n'était pas censée venir avec des contrats. Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont soudainement apparus dans mes messages, tous porteurs du même discours. Taylor était perdu. J'étais stable et ma chambre supplémentaire était apparemment la solution à tous les mauvais choix qu'elle avait jamais faits. Le coup de grâce est venu de ma grand-mère, qui avait 87 ans et avait toujours été le centre tranquille de notre famille. Elle a appelé un soir, sa voix fine et tremblante, et m'a dit qu'elle ne pouvait pas dormir parce qu'elle n'arrêtait pas d'imaginer Taylor à la rue. Pendant les années difficiles, a-t-elle dit, la famille accueillait les gens, cette gentillesse sauvait des vies. Je suis resté dans ma cuisine, fixant le dosseret que j'avais posé carreau par carreau, et j'ai senti ma détermination s'effondrer sous le poids de l'histoire. Je n'avais pas vécu à travers cela et la culpabilité que je n'avais pas méritée. Alors, j'ai accepté. Mais je n'ai pas accepté aveuglément. J'ai tout tapé dans un accord simple et les fait signer par Taylor à ma table de salle à manger. Période d'essai de 3 mois. 300 $ par mois dû le premier du mois. Espace commun maintenu propre. Pas de fête sans autorisation explicite. Recherche active d'emploi avec preuve des candidatures. Pas d'invité pour la nuit plus de 2 fois par semaine. Taylor était assise en face de moi, portant un sweat à capuche surdimensionné, hochant la tête comme une personne repentie dans la scène finale d'un film. Je comprends, a-t-elle dit. Sérieusement, Kim, je sais que j'ai été dispersé, mais c'est exactement le nouveau départ dont j'ai besoin. Ma mère a de nouveau pleuré quand je le lui ai dit, mais cette fois, c'était des larmes de victoire. Je savais que tu reviendrais à la raison, a-t-elle dit. C'est ce que ton grand-père aurait voulu. La famille prend soin de la famille. Taylor a emménagé 2 semaines plus tard avec 6 bacs en plastique, 2 sacs de sport, un fauteuil de jeu et plus de confiance en soi qu'une personne sans revenu n'aurait dû pouvoir en avoir. Les 2 premiers jours, elle était presque adorable. Elle a rincé une assiette. Elle a demandé avant d'allumer la télévision.
Elle m'a même serré dans ses bras dans le couloir et a dit « Je ne te décevrai pas ». À la fin de la première semaine, elle m'avait déjà déçu de manière à la fois prévisible et pourtant toujours choquante. Le loyer était dû le premier. Quand je le lui ai rappelé, elle a ri. Pas nerveusement, pas en s'excusant. Elle a ri comme si j'avais fait une petite blague charmante. « Kim, tu sais que je suis entre deux emplois ?» a-t-elle dit en s'étirant sur mon canapé avec un de mes coussins sous la tête. « Je te paierai quand je serai de nouveau sur pied. Tu ne vas pas sérieusement faire des histoires pour quelques sous avec ta propre sœur, n'est-ce pas ?» Cela faisait partie de l'accord, ai-je dit. Moins d'une heure plus tard, mes parents appelaient. Mon père a dit que j'étais mesquine pour de l'argent alors que j'avais un salaire dans la tech. Ma mère a dit que faire payer un loyer à quelqu'un dans un moment difficile montrait que j'avais laissé le succès m'endurcir. Je leur ai rappelé que je gagnais 75 000 $, pas des millions, et que j'avais une hypothèque, des prêts étudiants, des factures, une assurance, des courses et des réparations. Ils ont agi comme si j'avais récité une liste de courses au lieu de ma véritable situation financière. La recherche d'emploi n'a jamais eu lieu. Un après-midi, je suis rentré tôt avec une migraine et j'ai trouvé Taylor dans le salon à 14 h, toujours en short de pyjama, entouré de canettes de boissons énergisantes et de sacs de chips, criant dans un casque pendant qu'un jeu clignotait sur ma télévision. Des candidatures aujourd'hui. Ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme. Elle a mis le jeu en pause et m'a regardé avec pitié. Je ne cherche pas n'importe quel travail, Kimberly. Je cherche la bonne opportunité. Tu ne comprendrais pas parce que tu t'es contenté du premier truc d'entreprise qui t'a donné un salaire. Certains d'entre nous ont de plus grands rêves. J'ai voulu lui dire qu'il n'y avait rien de rêveur dans un paiement d'hypothèque. Mais j'étais trop fatigué. Puis est venue la fête. J'avais dit à Taylor que le vendredi serait brutal. Mon équipe avait un déploiement de production, ce qui signifiait que je travaillerais tard et que j'aurais besoin de calme en rentrant à la maison. À 23 h ce soir-là, je me suis garé dans mon allée et j'ai entendu de la musique avant même d'ouvrir la portière de la voiture. La basse résonnait à travers les fenêtres. Des voitures bordaient la rue. Quelqu'un fumait sur ma terrasse. À l'intérieur, il y avait au moins 20 personnes dans ma maison. Des inconnus s'appuyaient sur mes comptoirs de cuisine, ouvraient mes placards, buvaient dans des verres que je ne leur avais pas donnés. Du vin rouge avait été renversé sur mon canapé gris clair. Le canapé que j'avais économisé 6 mois pour acheter. Une femme que je n'avais jamais rencontrée portait ma couverture sur ses épaules comme une cape. Taylor m'a vu et a levé les yeux au ciel. « Détends-toi. Ce ne sont que quelques amis. Tout le monde doit partir, ai-je dit. » Un type a ri et a marmonné. La princesse d'entreprise ne supporte pas le bruit. Taylor a sifflé. Ne me mets pas dans l'embarras. J'ai dû menacer d'appeler la police avant qu'ils ne partent enfin, traînant leur mépris derrière eux comme de la fumée de cigarette. Le lendemain matin, j'ai trouvé des brûlures sur la rampe de la terrasse. Que j'avais refaite moi-même. Un cadre cassé contenant la dernière photo de mon chien, Max. Des taches mystérieuses sur le tapis. Ma bouteille spéciale de whisky japonais vide. De la nourriture du garde-manger disparu. Mon compte Netflix connecté sur des appareils que je ne reconnaissais pas. Et la porte du garage laissée ouverte toute la nuit. Quand j'ai confronté Taylor, elle a haussé les épaules. Des choses arrivent dans les fêtes. Je nettoierai plus tard. Elle ne l'a pas fait. J'ai appelé mes parents, espérant que la réalité finirait par compter. Ma mère a dit, elle est jeune, Kimberly. Toi aussi, tu t'amusais avant. J'ai presque ri parce que non, je ne l'avais pas fait. J'avais fait des doubles quarts, étudié entre les quarts de travail et compté des pièces pour l'essence. Mon père a dit, c'est pour ça qu'elle a besoin de conseils. Sois un modèle, pas un propriétaire. Alors, j'ai essayé les conseils. J'ai proposé de corriger son CV. Je l'ai présenté à des recruteurs. Je lui ai obtenu un entretien pour un poste de débutant. J'ai proposé de payer pour un cours de certification. Taylor a tout rejeté parce qu'elle ne voulait pas devenir, selon ses mots, un autre rouage, prétendant se soucier des résultats d'une entreprise. Son vrai plan était la création de contenu. Elle voulait lancer un podcast sur la vie authentique et l'évasion des attentes de la société. Elle avait 312 abonnés, dont la moitié semblait être des bots,
et elle s'attendait à ce que je lui achète son équipement d'enregistrement comme un investissement dans son avenir. Puis je suis rentré à la maison et j'ai découvert que mon bureau avait disparu. Mes 2 écrans étaient poussés dans un coin. Mes documents de travail étaient empilés négligemment sur le sol. Mon ordinateur portable était en équilibre sur des livres. Au centre de la pièce, Taylor avait installé des anneaux lumineux, un écran vert et une toile de fond. Quand j'ai finalement crié, elle a semblé offensée. « Tu as une maison entière » a-t-elle dit. « Tu paniques pour une seule pièce. » Cette mentalité de pénurie est exactement ce qui maintient les gens pauvres. Je lui ai donné un ultimatum. Respecte l'accord ou déménage avant la fin du mois. Elle a appelé nos parents avant même que j'aie fini de parler. Quelques minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, « Ton grand-père a bâti cette famille sur l'amour et le soutien, pas sur des contrats et des conditions. Il aurait honte de ce que tu es devenu. » J'ai fixé le message depuis le seuil de mon bureau en ruine et j'ai réalisé que Taylor n'avait pas emménagé dans ma chambre d'amis. Elle avait emménagé dans la partie la plus faible de ma famille et l'avait retournée contre moi. Après l'incident du bureau, j'ai cessé de prétendre que c'était une période d'ajustement difficile. Ma maison ne me semblait plus être la mienne. Elle ressemblait à un endroit pour lequel je payais pendant que Taylor expérimentait jusqu'à quel point elle pouvait déguiser son manque de respect en découverte de soi. Chaque soir, je faisais une pause dans mon allée avant d'entrer, me préparant à toute nouvelle violation qui m'attendait derrière la porte. Parfois, c'était de la vaisselle empilée dans l'évier avec de la nourriture séchée durcissant sur les assiettes. Parfois, c'était ma lessive sortie de la machine à laver et jetée par terre parce que Taylor en avait eu besoin très vite. Parfois, c'était des chaussures d'inconnus à l'entrée, un parfum étrange dans le couloir, et ma nourriture manquante dans le réfrigérateur. Le pire n'était pas le désordre. C'était la façon dont elle me faisait sentir déraisonnable de le remarquer. La tactique de Taylor a changé après que je lui ai donné l'ultimatum. Elle n'était plus ouvertement dédaigneuse. Elle est devenue théâtrale. Elle laissait des annonces d'appartements sur le comptoir de la cuisine, tous des endroits bien au-delà de son budget, puis soupirait chaque fois que je passais comme si j'avais personnellement conçu le marché immobilier pour la punir. Elle publiait constamment des messages sur les parents toxiques qui valorisent l'argent plus que le sang et combien il est difficile de guérir quand les personnes les plus proches de vous ne voient votre lutte que comme un inconvénient. Elle ne m'a jamais nommé, bien sûr. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Les commentaires sont venus rapidement. Reste forte, Taylor. Certaines personnes oublient la famille quand elles deviennent confortables. Ta sœur devrait avoir honte. Je voulais répondre. Je voulais publier des photos du canapé taché de vin, de la rampe de terrasse brûlée, du bureau en ruine, de l'accord de loyer impayé avec sa signature en bas. Mais quelque chose en moi était fatigué de me disputer avec des gens qui avaient choisi leurs conclusions avant de voir les preuves. Taylor a également commencé à mettre en scène des moments pour mon bénéfice. Je rentrais à la maison et l'entendais pleurer au téléphone dans le salon, disant des choses comme « J'essaie si fort, mais Kimberly ne veut tout simplement pas me donner une chance. » Puis, si elle pensait que j'étais monté à l'étage, les larmes s'arrêtaient instantanément. Une fois, je l'ai vue à travers le reflet dans le miroir du couloir, vérifiant son propre visage sur l'appareil photo de son téléphone avant de recommencer. C'était si calculé que cela m'a effrayé. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin à cause de cris, pas des voix fortes à travers un mur, pas un jeu vidéo. De vrais cris, vifs et furieux, venant de mon salon. J'ai attrapé ma robe de chambre et je suis descendu en courant, le cœur battant, à moitié convaincu que quelqu'un était entré par effraction. Au lieu de cela, j'ai trouvé Taylor debout près de la table basse dans un t-shirt surdimensionné, les bras croisés, tandis qu'un homme que je reconnaissais de ses anciennes photos faisait les 100 pas devant le canapé. Michael, son ex-petit ami. Son visage était rouge de colère, et quand il m'a vu, il a pointé Taylor du doigt. Demande-lui ce qu'elle a raconté aux gens. Taylor a rétorqué. N'entraîne pas Kimberly là-dedans. J'ai presque ri de l'ironie. Taylor m'avait entraîné dans tout. Michael s'est tourné vers moi. Savais-tu qu'elle dit aux gens que tu finances son style de vie parce que tu crois en sa marque? Savais-tu qu'elle dit que vous êtes partenaire en affaires? La pièce a semblé basculer. Quoi? Ai-je demandé. Taylor a levé les yeux au ciel. Il est dramatique. Michael s'est approché, brandissant son téléphone. Elle a utilisé ton adresse pour des demandes.
Elle a dit aux gens que c'était pratiquement sa maison. Elle a pris des photos ici pour des applications de rencontres, prétendant que c'était chez elle. Elle m'a dit que tu étais son investisseur silencieux. Mon estomac s'est noué à chaque phrase. Taylor a levé les mains en l'air. Ça s'appelle le positionnement. Tout le monde le fait. Michael m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Elle m'a dit que tu finançais son podcast parce que tu savais qu'elle allait percer. Elle a dit à d'autres personnes que tu couvrais ses dépenses comme un investissement. Je me suis tourné vers Taylor. Dis-moi qu'il ment. Pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé, elle n'a pas parlé immédiatement. Ce silence m'a tout dit. Le lendemain matin, j'ai trouvé la preuve dans la boîte aux lettres. Des factures de cartes de crédit, pas les miennes. Celle de Taylor, mon adresse imprimée clairement sous son nom. 3 enveloppes de 3 sociétés différentes. Puis 2 autres sont arrivées le lendemain. Des milliers de dollars de frais accumulés en quelques semaines. Achat d'équipements en ligne, vêtements, repas, abonnements numériques. Une demande indiquait son revenu comme étant de 75 000 $ provenant de la création de contenu et d'investissements privés. 75 000 $, mon salaire. Quand je l'ai confrontée à la table de la cuisine, elle n'a pas paniqué. Elle ne s'est pas excusée. Elle s'est adossée à sa chaise et a dit, j'allais les payer une fois que la monétisation commencerait. Tu as utilisé mon adresse. J'habite ici. Tu as menti sur tes revenus. Les entrepreneurs exploitent les ressources, Kimberly. Tu ne comprendrais pas parce que tu as trop peur du risque. Tu as fait croire que je te soutenais financièrement. Elle a haussé les épaules. Techniquement, c'est le cas. Je veux dire, je suis ici, n'est-ce pas? Quelque chose en moi est devenu immobile. Pas calme, pas paisible. Immobile, comme l'instant avant que le verre ne se brise. J'ai rassemblé chaque facture, chaque capture d'écran, chaque copie de l'accord qu'elle avait violé et les ai placés dans un dossier. Puis, je lui ai dit qu'elle avait 72 heures pour partir. Son expression est passée de suffisante à vive. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je peux appeler la police pour les demandes de crédit. Ça a fait mouche. Elle a immédiatement appelé nos parents, mais cette fois, je n'ai pas répondu quand mon téléphone a sonné. Ma mère a laissé un message vocal en sanglotant que je mettais ma petite sœur à la rue. Mon père a dit que je choisissais l'argent plutôt que le sang. Jason m'a envoyé un long courriel moralisateur sur le capitalisme tuant la compassion, mettant en copie la moitié de la famille élargie comme si la honte publique me ferait obéir. Mais alors, quelqu'un d'inattendu a finalement pris la parole. Notre cousine Brianna a publié un message dans le groupe de discussion familiale. Pendant 2 ans, elle était restée silencieuse sur ce que Taylor avait fait dans son appartement parce que mes parents l'avaient convaincue que le révéler nuirait à la chance de Taylor de prendre un nouveau départ. Maintenant, elle disait la vérité. Taylor avait causé plus de 3 000 $ de dommages matériels. Taylor avait volé des appareils électroniques et les avait mis au clou. Taylor avait utilisé l'adresse de Brianna pour des prêts sur salaire qui étaient allés au recouvrement. Taylor s'était fait livrer des colis que Brianna soupçonnait d'avoir été achetés avec des cartes de crédit volées. Pendant un instant, j'ai cru que la vérité compterait. Ce ne fut pas le cas. Ma mère a répondu que Brianna aurait dû être plus compréhensive. Mon père a dit que la négativité des parents était en partie la raison pour laquelle Taylor avait des difficultés. Jason nous a accusés toutes les deux de nous liguer contre quelqu'un de vulnérable. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris. L'histoire familiale n'était pas brisée. Elle avait été écrite de cette façon depuis le début. Taylor était la fragile. J'étais la forte. Et être forte dans ma famille signifiait être utile jusqu'à l'épuisement. Taylor n'est pas parti après 72 heures. Bien sûr que non. À ce moment-là, j'aurais dû comprendre que les délais n'avaient d'importance dans ma famille que lorsque c'était moi qui étais censé les respecter. Pour Taylor, chaque conséquence était traitée comme un malentendu, chaque limite comme une cruauté, chaque demande de responsabilité comme une attaque contre son esprit. Le 3e soir, au lieu de faire ses valises, elle s'est assise sur mon canapé, les bras croisés et le téléphone à la main, s'enregistrant sous l'angle le plus flatteur en disant, parfois. Les gens qui prétendent vous aimer sont les premiers à vous abandonner lorsque vous n'êtes plus utile à leur image. Je me tenais dans le couloir avec un panier à linge et j'ai senti quelque chose se glacer en moi. Elle n'avait pas peur. Elle préparait un public.
Le lendemain matin, mes parents sont arrivés avec elle. Sans avertissement, sans appel, juste 3 corps sur mon porche, debout sous la caméra de sécurité comme s'ils étaient là pour récupérer quelque chose qui leur appartenait. Ma mère tenait un mouchoir. Mon père avait l'expression rigide qu'il utilisait quand il voulait paraître déçu plutôt qu'en colère. Taylor se tenait légèrement derrière eux, les yeux rouges mais secs, portant le pull doux et surdimensionné qu'elle choisissait toujours quand elle voulait avoir l'air fragile. Ma mère a dit, nous devons parler en famille. J'aurais dû fermer la porte. Au lieu de cela, parce que les vieilles habitudes ont la vie dure, je les ai laissés entrer. Ils ont appelé ça une intervention dans mon propre salon. Dans la maison que je payais. Sur le canapé que Taylor avait taché et que j'avais payé pour nettoyer. Mes parents se sont assis en face de moi et m'ont dit que j'étais malade de cupidité. Ils ont dit que le succès m'avait changé. Ils ont dit que j'avais oublié les valeurs avec lesquelles ils m'avaient élevé. Taylor baissait les yeux sur ses mains comme une enfant blessée dans un tribunal. Ma mère a pleuré la première. Nous t'avons donné la vie, Kimberly. Le moins que tu puisses faire est d'aider ta sœur. Nous ne te demandons pas de mourir pour elle. Juste de partager ce que tu as. Mon père s'est penché en avant. Quand tu es né, nous avons promis de t'élever avec compassion. Où est cette compassion maintenant? Qu'est-il arrivé à la petite fille qui partageait ses bonbons d'Halloween avec Taylor? Cette agression verbale a fait basculer quelque chose en moi. Je me suis souvenu d'avoir 7 ans, divisant soigneusement mes bonbons en 2 piles parce que Taylor avait pleuré après avoir laissé tomber les siens dans la boue. Je me suis souvenu de mes parents me félicitant d'être une si bonne grande sœur pendant que Taylor mangeait les 2 piles et que je faisais semblant que cela ne me dérangeait pas. Je me suis souvenu de leur fierté quand je donnais des choses, et de leur déception chaque fois que je voulais garder quelque chose pour moi. J'ai posé le dossier sur la table basse, les demandes de carte de crédit, les factures, l'accord signé, des photos des dégâts, des captures d'écran des publications de Taylor, des messages de Brianna, tout. Elle a utilisé mon adresse pour des cartes de crédit, ai-je dit. Elle a menti sur ses revenus. Elle a prétendu que j'investissais dans sa fausse entreprise. Elle a endommagé ma maison, a refusé de payer le loyer, a organisé des fêtes, a pris mon bureau et a utilisé ma maison comme un décor de théâtre. Taylor a ricané. Tu rends ça si dramatique. C'est dramatique, ai-je dit. Parce que c'est de la fraude. Ma mère a tressailli au mot, mais seulement une seconde. Elle a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Non, ai-je dit. Une erreur, c'est d'oublier de sortir les poubelles. Ceci était un schéma. La voix de mon père s'est durcie. Tu menaces ta propre sœur avec la police pour des papiers de carte de crédit. Je me protège. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Cette vieille phrase, leur arme préférée. Je l'avais entendue si souvent que pendant des années, j'ai presque cru que l'argent était le problème. Mais assise là, à les regarder tous les trois, j'ai enfin vu la vérité. Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait d'accès. Accès à ma maison, à mon travail, à ma patience, à ma culpabilité, à mon silence. J'ai commencé à parler et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Je leur ai parlé de chaque double quart que j'ai travaillé pendant que Taylor avait le temps d'explorer. Je leur ai parlé de manger du riz et des haricots pendant des semaines pendant qu'elles mangeaient au restaurant avec leur carte de crédit. Je leur ai rappelé l'été où j'ai dormi dans ma voiture entre 2 emplois pour économiser le loyer pendant que Taylor s'envolait pour le Costa Rica pour se reconnecter avec elle-même. Je leur ai rappelé que j'ai pris des prêts que je paie encore pendant qu'ils payaient les études de Taylor jusqu'à ce qu'elle abandonne et qualifie l'éducation des arnaques. Je me suis souvenu des vacances de Noël où je travaillais des quarts de 16 heures pendant que Taylor ouvrait une nouvelle console de jeux et se plaignait que ce n'était pas le modèle qu'elle voulait. Où était l'aide familiale quand j'avais besoin de manuels scolaires? Ai-je demandé. Où était la compassion quand j'étais épuisé? Où étaient ces valeurs quand je travaillais jusqu'à en tomber malade? Ma mère a chuchoté, tu as toujours été si capable. Mon père l'a dit plus fort, plus froidement. Tu n'avais pas besoin de nous comme Taylor en a besoin. Tu as toujours été la forte. Voilà. La phrase qui expliquait toute ma vie. La forte. Celle qui pouvait attendre. Celle qui pouvait comprendre. Celle qui pouvait se sacrifier. Celle dont la douleur n'exigeait pas d'urgence parce que j'avais appris à ne pas la rendre bruyante. Le besoin de Taylor était un incendie. Le mien était un bruit de fond.
J'ai regardé Taylor. Elle n'avait pas honte. Elle avait l'air soulagée, comme si papa avait enfin dit la règle tacite à voix haute. Ce n'est pas de l'éducation parentale, ai-je dit. C'est de la complaisance pour une fille et de l'exploitation pour l'autre. Ma mère a eu un hoquet. Mon père s'est levé. Tu ne nous parles pas de cette façon. Je le fais dans ma maison. Le silence qui a suivi semblait presque sacré. J'ai dit à Taylor qu'elle avait 1 heure pour emballer ses affaires essentielles et partir. Pas demain. Pas après une autre réunion de famille. 1 heure. Si elle refusait, j'appellerais la police et signalerais les demandes de crédit frauduleuses et la violation de domicile. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient la ramener chez eux ou attendre sur le porche, mais la conversation était terminée. Taylor a crié la première. Elle m'a traité de jalouse, d'amère, de morte à l'intérieur. Ma mère a sangloté qu'elle ne me reconnaissait pas. Mon père a dit que je n'étais plus la fille qu'il avait élevée. Pour la première fois, cela ne m'a pas brisé. Bien, ai-je dit. Parce que la fille que vous avez élevée aurait laissé cela continuer. Taylor a fait ses valises comme une tempête, claquant les tiroirs, renversant des choses, marmonnant que je le regretterais. Mes parents la suivaient de pièce en pièce, me regardant comme si j'étais l'intruse. Quand ils sont finalement partis, Taylor s'est arrêtée sur le porche et s'est retournée. « Tu penses que c'est fini ?» a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu parce que je savais que ce n'était pas fini. Pas avec Taylor, pas avec mes parents, pas avec une famille qui croyait que les conséquences étaient quelque chose que seul moi méritais. Mais quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison a expiré. Et pour la première fois depuis des semaines, moi aussi. Taylor a fait exactement ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a quand même fait mal. Elle a quitté ma maison, mais elle n'est pas partie discrètement. Le lendemain matin, j'ai trouvé ma voiture rayée du capot au coffre. Une longue blessure argentée gravée dans la peinture comme une signature finale. Le devis de réparation s'élevait à près de $2000. Puis des inconnus ont commencé à se présenter à ma porte parce que Taylor avait publié mon adresse sur Craigslist sous des annonces pour des appareils électroniques gratuits. Venez chercher avant que tout ne disparaisse. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de personnes demandant si la télévision était toujours disponible. Si l'ordinateur portable était premier arrivé, premier servi, s'il pouvait amener un camion. Je suis resté à la fenêtre, regardant un homme que je n'avais jamais vu auparavant remonter mon allée et pendant une terrible seconde. J'ai compris que Taylor n'avait pas seulement essayé de me punir, elle avait essayé de rendre ma maison dangereuse. Puis la rumeur a commencé. Taylor a dit à des parents que je l'avais menacé physiquement. Complètement faux. Elle a dit à des amis que j'avais des problèmes de colère et que j'étais instable. Elle a tenté de déposer une plainte pour les droits des locataires, mais elle s'est rapidement effondrée parce qu'elle n'avait jamais payé de loyer. N'avait pas de bail et ne pouvait pas prouver une résidence légitime au-delà des demandes de cartes de crédit frauduleuses qu'elle avait créées elle-même. Elle a lancé un GoFundMe affirmant que sa riche sœur l'avait mise à la rue après lui avoir promis son soutien. Sur la photo qu'elle a utilisée, elle portait mon sweatshirt. Mes parents n'ont pas demandé ma version des faits. Ils n'ont pas posé de questions sur la voiture, les annonces Craigslist, les factures de carte de crédit ou la maison endommagée. Au lieu de cela, ils m'ont envoyé un courriel officiel avec pour objet « Avis de rupture familiale ». Je l'ai lu 3 fois parce que je ne pouvais pas croire que quelqu'un en dehors d'un mauvais drame juridique écrirait ces mots à sa propre fille. Le message disait que tant que je ne m'excuserais pas auprès de Taylor et que je ne réparerais pas mes torts en la soutenant comme une vraie sœur, je n'étais plus la bienvenue chez eux ou aux réunions de famille. J'avais été retiré de leur testament. Je n'étais plus invité aux vacances, aux anniversaires ou aux réunions. Ils ont écrit que l'argent avait corrompu mes valeurs, qu'ils prieraient pour que mon âme redécouvre la compassion, et que Taylor, bien qu'imparfaite, avait au moins un cœur. Jason m'a bloqué après avoir publié une longue diatribe publique sur la façon dont le succès détruit les gens. Il a dit qu'il pleurait la sœur qu'il avait autrefois connue. Des gens qui n'avaient jamais vu mon bureau en ruine, jamais lu les demandes de carte de crédit de Taylor, jamais été dans mon salon à 3 heures du matin pendant que son ex-petite amie exposait ses mensonges, ont aimé et commenté comme s'il assistait à un enterrement pour ma réputation. Certains parents éloignés m'ont soutenu discrètement mais ont refusé de le dire publiquement parce qu'ils ne voulaient pas devenir la prochaine cible. D'autres m'ont traité d'égoïste, de froide, de matérialiste et de tout ce qui ne va pas avec le capitalisme. L'ironie était presque drôle.
considérant que plusieurs d'entre eux n'avaient jamais eu d'emploi stable plus d'une saison. Puis est venu le retournement de situation que j'aurais dû prévoir. Taylor a réemménagé avec nos parents et en moins d'une semaine, ma mère envoyait des SMS à des amis communs pour dire à quel point elle était stressée. Taylor jouait à des jeux vidéo tard dans la nuit. Taylor n'aidait pas à la maison. Taylor avait invité des gens sans permission. Taylor devait grandir, mais d'une manière ou d'une autre, ma mère me blâmait toujours d'avoir forcé la situation en refusant de garder Taylor chez moi. Je m'attendais à me sentir détruite. La première semaine, ce fut le cas. Je me réveillais la nuit en rejouant chaque conversation, me demandant s'il y avait eu une phrase parfaite que j'aurais pu dire pour qu'ils comprennent. Je me suis demandé si j'avais été trop dure, trop froide, trop protectrice d'une vie que j'avais construite de mes propres mains épuisées. Puis un soir, je suis rentré du travail, j'ai déverrouillé ma porte et je me suis arrêté dans l'entrée. La maison était silencieuse. Pas d'inconnu sur le canapé. Pas de vaisselle pourrissant dans l'évier. Pas de musique faisant trembler les murs. Personne n'utilisant mon bureau. Personne ne soupirant de façon dramatique à propos d'annonces d'appartements. Personne ne transformant mes limites en preuve de cruauté. Juste le silence. Mon silence. Le genre de silence que j'avais travaillé des années pour mériter. Je me suis assise sur le canapé nettoyé par des professionnels, la tache de vin enfin partie, bien que j'ai payé pour cela moi-même, et j'ai senti la paix revenir dans mon corps comme la chaleur après une longue maladie. J'ai changé toutes les serrures. J'ai installé des caméras, des lumières à détecteur de mouvement et un système de sécurité. J'ai placé des alertes à la fraude sur mes rapports de crédit et j'ai contesté chaque demande que Taylor avait liée à mon adresse. J'ai organisé des photos, des factures, des captures d'écran, des devis de réparation et des déclarations écrites dans un dossier au cas où elle escaladerait. Un ami avocat m'a dit que j'avais un dossier solide si je choisissais un jour de le poursuivre. Mais pour l'instant, je voulais plus de distance que de vengeance. La thérapie m'a aidé à comprendre pourquoi leur culpabilité fonctionnait sur moi depuis si longtemps. Ma thérapeute a dit que j'avais été entraîné à être la fille responsable, celle qui n'avait pas besoin de réconfort parce que j'avais l'air capable. Taylor avait été entraînée à être l'impuissante, celle dont les échecs devenaient la tâche de tout le monde. L'amour de ma famille n'était pas basé sur qui j'étais. Il était basé sur ce que je pouvais fournir et sur le silence avec lequel je pouvais le fournir. Cette prise de conscience a fait mal, mais elle m'a aussi libéré. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant des dynamiques familiales toxiques. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés parce que les drames familiaux avaient englouti ma vie. Au travail, sans crise constante me vidant de mon énergie, j'ai été plus performante que je ne l'avais été depuis des mois et j'ai obtenu une promotion que j'avais été trop épuisé pour même espérer. Brianna et moi avons commencé à dîner ensemble chaque semaine. On faisait maintenant pression sur elle pour qu'elle aide Taylor parce que, comme disaient mes parents, c'était son tour de prendre le relais. Nous en avons ri au début, puis nous nous sommes assises en silence parce que ce n'était pas vraiment drôle. Un soir, Brianna a dit, ils ne veulent pas que Taylor réussisse. Ils la veulent dépendante, comme ça ils auront toujours quelqu'un à sauver, et ils veulent que nous soyons impliqués pour ne pas avoir à se sentir coupable de l'avoir créée. Elle avait raison. Je sais que certaines personnes penseront toujours que j'aurais dû essayer plus fort, mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas d'aide. Vous pouvez offrir une relecture de CV, des contacts professionnels, un loyer abordable, de la patience, le pardon et une chambre dans votre maison. S'ils ne voient ces choses que comme la preuve qu'ils peuvent en prendre plus, vous ne les aidez pas. Vous leur apprenez que votre vie n'a pas de serrure. Ma porte n'est pas fermée pour toujours. Si jamais Taylor trouve un travail, le garde, prend ses responsabilités, s'excuse honnêtement et veut une relation basée sur le respect mutuel, j'écouterai. Mais je ne sacrifierai pas ma maison, ma paix ou mon avenir pour l'empêcher de faire face aux conséquences de ses choix. La famille ne devrait pas exiger l'autodestruction. L'amour ne devrait pas arriver avec des factures impayées, des meubles en ruine et des menaces déguisées en besoin. Les gens qui vous aiment vraiment ne vous punissent pas pour avoir des limites. Ils les respectent parce qu'ils comprennent que la paix n'est pas égoïste. C'est de la survie. J'ai perdu l'approbation de ma famille, mais j'ai gardé ma maison. J'ai perdu des invitations à des vacances où je n'étais apprécié que pour ce que je pouvais donner. Mais j'ai gagné des soirées tranquilles, un sommeil réparateur et la force de me choisir sans excuse. Parfois,
La chose la plus aimante que vous puissiez faire est de dire non et de laisser les gens faire face à la vie qu'ils se sont construite.